Bien, on va pouvoir commencer. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée de table ronde dédiée à la protection des arbres. Quelques mots d'introduction avant de donner la parole à nos intervenants de la première table ronde. Je suis Marine Izquierdo, avocate et membre du conseil d'administration de Notre Affaire à tous. Et avec Caroline Juneja et Maëlle Blachard ici présentes, j'ai participé à l'organisation de cet événement. Alors pourquoi Notre Affaire à tous a-t-elle organisé un tel événement ? Eh bien avec Benoît Hartenstein, qui est notaire et qui est présent juste à ma gauche, nous nous soutenons mutuellement dans nos démarches pour la protection des arbres et la reconnaissance des droits de la nature, qui est un thème cher à Notre Affaire à tous, en plus de la justice climatique. Et puis un jour, Benoît m'a dit, mais est-ce que Notre Affaire à tous ne pourrait pas organiser un événement pour parler des outils juridiques qui existent, comme l'obligation réelle environnementale, pour protéger les arbres. Et on s'est dit que c'était une très bonne idée, mais on ne voulait pas se limiter aux arbres sur terrain privé avec l'ORE, mais aussi parler des forêts publiques qui sont gravement menacées et des arbres en ville dont les abattages et les élagages abusifs ont été mis en lumière grâce aux actions du GNSA, le groupe national de surveillance des arbres. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de cette table ronde, donc ce cycle de 3 tables rondes, arbres sur terrain privé, forêts publiques et arbres urbains. L'approche se veut pratique pour donner des outils concrets et juridiques pour protéger les arbres. C'est pourquoi le choix a été fait, avec Benoît, de faire intervenir des personnes qui sont sur le terrain, comme des associations, des écologues et aussi des personnes dont c'est le métier, des notaires bien évidemment et aussi des avocats. Mais nous sommes conscients qu'il y a d'autres acteurs et d'autres personnes sachantes sur ce sujet, comme des universitaires qui auraient également beaucoup à dire sur la protection des arbres, et des acteurs comme le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne, le CAUE 77, qui a élaboré des propositions d'évolution législative pour les arbres des villes et des campagnes, et avec qui nous espérons pouvoir collaborer par la suite. Car nous allons retranscrire tout ce qui aura été dit durant ces 3 tables rondes dans un petit guide courant 2024, et nous ferons appel à d'autres personnes pour l'enrichir. Enfin, je tiens à remercier l'Académie du Climat de nous mettre à disposition cette belle salle des fêtes et de s'occuper de la captation des 3 tables rondes, puisque cet événement est enregistré et sera ensuite mis en ligne. Je laisse maintenant la place à nos intervenants de la première table ronde et à Maëlle Blachard, qui va animer et modérer ces échanges. Merci pour votre participation et bonne conférence. Merci beaucoup Marine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette première table ronde sur la protection des arbres sur terrain privé. À l'heure actuelle, il faut savoir que les arbres sont considérés comme des objets. Ils appartiennent à la catégorie juridique des biens immeubles. À part pour les arbres urbains, en particulier pour les arbres d'alignement, il n'existe aucune protection spécifique. Cependant, il existe de bons réflexes à avoir, comme par exemple dans les contrats de vente, dans les contrats de succession, et avec un récent mécanisme, l'obligation réelle environnementale. Et ce sont tous ces mécanismes que nous allons aborder lors de cette première table ronde. En revanche, je tiens à préciser que cette table ronde ne portera pas sur les conflits de voisinage au sujet, par exemple, de demande d'élagage ou de coupe d'arbres qui dépasseraient sur le terrain d'un voisin. Mais nous pourrons prendre des questions à la fin à ce sujet, s'il y en a. Et pour nous parler de tous ces sujets, aujourd'hui, nous avons 4 intervenants et intervenantes. Benoît Hartenstein, notaire en Moselle et correspondant de l'association Arbres en Moselle. C'est aussi un fervent défenseur de l'arbre. Il est d'ailleurs président de l'association La Voix de l'Arbre, qui a été créée en 2017. Il fait également partie d'un groupe de juristes français qui souhaitent faire évoluer le statut de ce végétal si important. À ses côtés, Amandine Paulet, dendrophile et également membre de l'association Arbres en Franche-Comté. Amandine s'est battue pour sauver la Pouplie, un énorme peuplier noir qui était situé sur le terrain d'un particulier. Nous avons ensuite Dominique Petit, notaire à Bordeaux, et lui aussi correspondant de l'association Arbres en Gironde. Et enfin, Nicole Bartoli, cofondatrice et coprésidente de l'association Protection Arbres et Faune et référente de la région Occitanie. Elle fait partie des premiers signataires d'une obligation réelle environnementale. Pour rappel, la table ronde durera environ 1 heure et il sera laissé 20 à 30 minutes
de questions-réponses avec le public à la fin. Et donc pour commencer, une première question. Amandine, Benoît, Dominique, vous faites tous trois partie de l'association Arbre. Pouvez-vous nous dire ce que fait cette association? Amandine, peut-être, pour commencer. Ça marche, oui. Bonjour à toutes et à tous. L'association Arbre, donc, c'est les initiales de Arbre remarquable, bilan, recherche, études et sauvegarde. Et c'est une association qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine, qui a été fondée donc, en 1994 par Georges Fetterman, professeur de sciences naturelles et auteur de nombreux livres sur les arbres. Et puis Robert Bourdu, physiologue végétal, et Yves-Marie Alain, qui à l'époque était directeur du Jardin des Plantes. C'est une association qui a pour visée à répertorier et labelliser les arbres remarquables sur le territoire français. On est à plus de 900 labels et elle compte 1490 adhérents et 126 correspondants. Elle s'intéresse particulièrement effectivement aux droits juridique pour la protection des arbres et elle a notamment, ses membres ont rédigé la déclaration des droits des arbres. Il y a une publication aussi d'un journal trimestriel qui s'appelle La Feuille d'Arbre et voilà, elle propose des expositions et des films documentaires autour des arbres. Donc c'est vraiment une association qui réunit des amoureux des arbres. Voilà. Si vous voulez, il y a des documents à la sortie de la salle. Voilà. J'en viens maintenant à vous, Benoît. En tant que notaire, qu'observez-vous concernant le traitement des arbres par les particuliers? Oui, bonjour à tous. En tant que notaire, on constate un oubli flagrant. Vous voyez, donc c'est comme s'il y avait un rideau, un voile porté sur les arbres. Les personnes qui achètent des maisons, 9 fois sur 10, c'est parce que les terrains sont arborés. Et comble du paradoxe, on ne nous a jamais appris dans nos études de droit à les mentionner. Donc on part de très 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 loin, c'est ce que je dis. Donc voilà, c'est moi toute mon action, pas à pas, c'est combler l'oubli. Et d'en parler, c'est tout à fait recevable quand je fais des actes. Je pourrais en parler tout à l'heure si vous voulez. Je ne sais pas comment on rebondit ou arrêtez, vous me dites. Hein. Oui, c'est très bien. Dominique, est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Bonjour. C'est vrai que les arbres sont totalement oubliés. Il n'y a aucune clause, sauf les clauses que Benoît a créées. Mais c'est quelque chose de récent et c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Alors beaucoup d'énergie, mais on va y arriver. Benoît, comment faites-vous justement pour assurer une meilleure protection des arbres sur les terrains des particuliers qui viennent vous voir? Eh bien, comment je fais? Je vise le cœur. Je vise le cœur, même des plus froids. Tout le monde a un cœur. Tout le monde passe tôt ou tard chez un notaire, de façon contrainte quand on perd un proche. Donc déjà, dans ma salle d'attente, j'ai des magnifiques photos d'arbres. Mais c'est parce que je les aime et les gens les aiment. Et quand on traite des successions, c'est douloureux forcément, il y a une charge émotionnelle. Déjà, le fait de voir les arbres en photo dans la salle d'attente, ça apaise. Je le sais, ça apaise. Et du coup, c'est une porte d'entrée très facile pour en discuter. Alors dans le cas des successions, ce n'est pas le moment, mais il y a souvent des ventes qui en découlent. Et bien si vous voulez, là, c'est pour ça qu'avec mes confrères, tout ce que je dis, c'est recevable. Quand on décrit une maison, on nous dit le rez-de-chaussée, le premier étage, la cuisine, la salle de bain, et on nommait les arbres. Donc moi, je leur dis, est-ce que vous avez des arbres sur vos terrains? Les gens me disent oui. Ceux qui ont vu les photos dans la salle d'attente, qui commencent à voir mon travail, ne sont pas surpris. Si vous voulez, je leur dis, on les nomme, on les mentionne. Et l'autre avantage, c'est qu'on les connaît, parce que 9 fois sur 10, les personnes ne connaissent même pas les essences des arbres qui étaient sur leur terrain. Donc c'est une occasion aussi de mettre un nom, une essence, une connaissance. Et du coup, en plus, ça ouvre même des discussions familiales. Certains me diront, mais cet arbre sur ce terrain, c'est mon grand-père qui l'a planté, j'espère que madame, vous le conserverez plus tard. Vous voyez, en fait, je fais de l'humain, et le droit, c'est après. Pour moi, de toute façon, le droit, c'est un échec. Quand il faut contraindre, c'est un échec. Mais voilà, donc c'est
c'est du bon sens. Moi j'aimais beaucoup ma grand-mère, donc j'ai ma grand-mère en écho, tout ce qu'elle me dirait, Benoît, tout ce qu'on fait, c'est que normal. Voilà. Merci beaucoup. Dominique, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est une ORE, quel est son contenu et à ce jour, combien d'ORE ont été signés? Alors, une ORE est un contrat. C'est un contrat qui doit impérativement être signé chez un notaire. Dans un contrat, il y a deux parties. Il y a d'abord le propriétaire. Donc aujourd'hui, on parle des propriétaires privés, donc une personne privée qui est propriétaire d'un terrain, d'une maison, sur lequel il y aura un arbre qu'elle voudra protéger. Donc ça, c'est la première partie. L'autre partie, conformément à la loi, alors c'est une loi de 2016, donc c'est une loi, même si ça peut nous paraître ancien, c'est une loi récente, et il n'y a pas encore énormément de contrats qui ont été signés, mais ça va dans le bon sens. Donc la première partie est une personne privée qui souhaite protéger son terrain, un arbre. L'autre co-contractant va être soit une collectivité territoriale, c'est-à-dire une mairie, un département, voire l'État, ou alors un établissement public, un ensemble de communautés, ou alors, et là où c'est très intéressant, ça peut être une association qui a comme objet la protection de la biodiversité. Donc ces deux parties vont se mettre d'accord pour voir les modalités selon lesquelles elles vont protéger un bien immobilier dans lequel il y a un arbre. Aujourd'hui, la loi permet donc d'être assez large et de prévoir les modalités, ce que l'une personne devrait faire ou ne pas faire, et ce que l'autre co-contractant également devra faire. On doit prévoir dans notre contrat ce que le propriétaire de la parcelle devra faire. Par exemple, il s'engage à entretenir correctement, à faire ce qu'il faut faire pour la protection de cet arbre, mais également ce qu'il ne devra pas faire. Ne pas utiliser de produits phytosanitaires, ne pas bétonner. Voilà, ce sont ces obligations en fonction des arbres qui sont à protéger qui seront prises. Et l'autre co-contractant, alors je ne vois pas trop ce qui se passe, mais bon, vous me diffusez, voilà. L'autre co-contractant, donc qui sera soit la collectivité territoriale, soit l'association, elle va apporter son savoir-faire et il sera prévu ce qu'elle va faire au fil des années, venir régulièrement pour faire un audit de l'arbre, pour voir comment il évolue. Donc, va apporter son savoir-faire pour protéger les arbres qui sont à protéger. Puisque souvent, un particulier n'aura peut-être pas les connaissances et n'aura pas les capacités d'assurer la protection qu'il le faut. Ce contrat a une durée qui peut être très longue, c'est 99 ans. En droit français, on ne peut pas engager quelque chose pour l'éternité et la loi a prévu que le délai maximum était de 99 ans. Donc on peut signer un contrat de 99 ans. L'avantage de ce contrat, c'est qu'il va obliger, c'est-à-dire qu'il va engager les futurs propriétaires de ce bien. Les futurs qui sont propriétaires, qui seront soit les futurs acquéreurs, soit, en cas de décès, les futurs propriétaires par succession. Et donc, un propriétaire, aujourd'hui, peut faire en sorte que, durant plusieurs années, voire plusieurs décennies, la protection d'un arbre soit assurée grâce à cette obligation réelle et devantage, donc grâce à ce contrat. Et quels sont finalement les avantages d'une ORE par rapport au recours à des outils plus traditionnels de protection des arbres, comme par exemple les servitudes d'utilité publique? Alors, en droit français, il existe, on va dire, deux grands groupes de dispositions. Il y a le droit public et ensuite il y a le droit privé. Le droit public, ce sont les mairies, les collectivités territoriales, les départements qui vont prendre des décisions. Alors ça peut être un espace boisé classé, ça peut être un espace naturel, donc la création de ces zones dans lesquelles la nature est protégée. Vous comprendrez que ça prend un certain délai, qu'il faut d'abord l'accord de ces collectivités publiques, donc des élus. C'est assez lourd à mettre en place, ça ne peut pas se faire rapidement. Ce n'est pas une critique, mais il faut le temps de le faire et il faut aussi qu'ils aient la volonté à un moment de dire, voilà, on va protéger tel espace. Ça, c'est le droit public.
Et à côté de ça, il y a le droit privé. Ce sont des particuliers donc, qui peuvent choisir eux-mêmes de protéger quelque chose. Si vous allez voir votre mairie en disant « j'ai un arbre, je voudrais que vous le classiez, que vous le protégiez », peut-être que la mairie ne le fera pas, peut-être qu'elle prendra du temps à le faire. Et donc là, volontairement, on peut le faire. Alors il faut trouver un co-contractant, qui peut être effectivement la mairie, une collectivité départementale, mais également une association, qui peut être une association nationale, qui n'est pas du tout du coin. On en parlera tout à l'heure d'une association à côté de moi, voilà, qui peut protéger un arbre partout en France. Partout en France, même en Corse, voilà, partout, elle peut être protégée. Et donc cette association, qui n'a pas de lien direct avec votre propriété, peut s'engager et être le co-contractant pour protéger cela. À côté de cette disposition donc, qui est l'ORE, il peut y avoir d'autres dispositions contractuelles donc, signées par un particulier, mais qui vont intervenir surtout en matière de vente. Il y a un arrêt de la Cour de cassation, donc la plus haute autorité juridique de notre territoire, qui date de 2019, et qui a validé le fait qu'une personne a vendu sa maison à un acquéreur en lui demandant dans l'acte de protéger une allée de cyprès. Ça s'est passé, je crois, en 2009. L'acquéreur a signé, a dit oui, oui, je m'engage à la protéger et à surtout à la conserver. Juste après l'acquisition, il s'est senti seul propriétaire chez lui, donc il a rasé, il a coupé. Le vendeur n'a pas été content, il a intenté un procès, c'est monté jusqu'à la Cour de cassation, donc je crois que ça a duré une dizaine d'années, et la Cour de cassation, donc chose très importante, a validé cela, et donc a dit cette disposition est totalement valable et a imposé au nouvel acquéreur de replanter et de protéger. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi très important, c'est-à-dire que contractuellement on peut le prévoir. Ça a également été validé dans un testament, une personne qui a dit « je veux que cet arbre ou cet ensemble d'arbres soit protégé, soit conservé ». Donc là on est, vous voyez, dans la partie contractuelle par des particuliers. On ne fait plus appel à la mairie, au département, à un ensemble de collectivités territoriales pour leur demander de protéger, mais on prend soi-même son destin en main et on signe un contrat pour assurer cette protection. Merci beaucoup. Benoît, est-ce que vous souhaitez compléter le propos de Dominique au sujet de l'ORE ? Oui, alors moi ce que je souhaiterais faire passer comme message, c'est ce que je fais à chaque fois. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de toutes les compétences, pas que des juristes, parce qu'il y a un travail pédagogique phénoménal de ce qu'est un arbre, un être vivant, éminemment sophistiqué, qu'il faut respecter pour lui-même, pour tous les bienfaits qu'il nous apporte. Une fois qu'on a intégré ça, on n'a même plus besoin de droit pour le protéger, puisqu'intrinsèquement, il mérite le respect. Mais on n'en est pas là, sinon il n'y aurait pas de journée comme aujourd'hui. Donc, là où je veux en venir, avec le groupe dans lequel je suis ravi à chaque fois de les rencontrer. Il y a des biologistes, des forestiers, des scientifiques, juristes. On fait des propositions avec le SAU 77, l'association Arbre, pour que la loi, voilà. La loi, c'est la volonté générale, mais excessivement difficile à faire aboutir en France, mais elle aboutira, la loi, la volonté générale. Donc là où je veux en venir, Dominique, qui est notaire comme moi, nous, on fait des contrats où c'est la volonté des parties qui s'exprime, la volonté individuelle. Et c'est là qu'on reprend notre liberté. Et comme je dis toujours aussi, on déplore tous la déforestation en Amazonie, en Asie du Sud-Est. On est désemparés, ça nous dépasse. Et du coup, on se dit, mais à quoi bon, tout est fichu? Ben non, 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 non. Revenons là où nous sommes, sur notre terrain, avec nos arbres, entre guillemets. Moi, j'ai un sens de la propriété très particulier. Je ne me sens pas propriétaire d'un arbre qui a 150 ans ou 200. J'en ai 58, voilà. J'en suis responsable. Donc, on peut, et ma grand-mère, à chaque fois que je la fais venir, elle me disait, quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Donc, la volonté individuelle, je suis d'accord avec vous, mon confrère et moi, on le sait très bien. Tout ça, on entend tous les obstacles, toutes les obstructions. Oui, mais si je veux obliger l'acquéreur à maintenir les arbres, j'enlèverai plus ma maison. Bon, ça, c'est le rideau censé arrêter toute discussion. Soit. Mais c'est pour ça que ce que je veux dire, et je m'arrête là, moi, j'essaye d'infuser les esprits par les successions.
Greenpeace, il y a Bénédicte Roger qui est là, qui est chargé des legs à Greenpeace. Je suis leur conseil, mais ça peut être pour n'importe quelle association. C'est beaucoup plus facile et recevable d'instiller les esprits de cette bonne action de protéger les arbres par une clause chez un notaire en passant par un testament. Je m'explique. Quelle que soit l'association, hein, elle peut léguer son patrimoine. Moi, je suis à la campagne, j'ai beaucoup de personnes célibataires qui n'ont pas d'enfants, des fermes, des terrains, des neveux, des cousins. Ils veulent léguer leurs biens. Ils peuvent léguer à l'abbé Pierre, le Secours catholique, le chien guide d'aveugle, qui en veut, en les instituant légataires universels. Et dans le patrimoine, on sait qu'il y a la maison. 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, les associations ne peuvent pas garder les terrains quand elles les héritent. C'est vendu. Donc ce qu'on fait, on en profite pour dire aux testateurs, si vous voulez, on peut mettre une clause dans le testament où vous obligerez l'association, phrase clé, à maintenir les arbres toute leur vie durant, tant qu'ils ne présentent pas de danger. Ça, c'est la phrase clé qui a permis à la Cour de cassation, le 6 juin 2019, de valider la clause de conservation. Je me redis, la clause est valable parce que l'arbre est mortel, donc ce n'est pas une clause perpétuelle, et tant qu'il n'y a pas de danger. Donc du coup, c'est là que c'est très gratifiant, parce que quelqu'un qui lègue son patrimoine à une association, 9 fois sur 10, il se dit, l'argent va être dilué dans le budget de fonctionnement, concrètement, je ne verrai pas bien ce que ça fait. Eh bien, là, ils savent que leur arbre, que leur grand-père a planté, sera réservé, sera préservé. Et je suis sûr, j'ai fait beaucoup de testaments en ce sens déjà, les personnes sont toujours là et bien là, je suis pratiquement sûr à 99,9% que le jour où les personnes disparaîtront, déjà le légataire universel recevra le legs, une association, ils vendront. Quand on lira le testament, il y a une charge émotionnelle, quelqu'un est parti dans l'au-delà, c'est sa dernière volonté. Voilà, on est encore dans la volonté. Les testaments, pour nous, c'est l'expression des dernières volontés. Quand on dira « Monsieur Dupont a légué son patrimoine à l'abbé Pierre, sur lequel il y a 3 arbres, même si c'est des arbres cagneux, parce que tous les arbres sont respectables, vous les maintiendrez toute votre vie durant, tant qu'ils ne présentent pas de danger. » Je suis sûr que les gens seront flattés, honorés de respecter la mémoire du défunt. Et par ce biais-là, ce sera accepté, vous voyez, parce que ex abrupto de dire aujourd'hui, moi je le dis parce que qui tente rien n'a rien, mais quand je discute, et ça prend du temps, au dire aux personnes, vous savez, on peut inclure cette clause. Aujourd'hui, culturellement, c'est difficilement acceptable, parce que le droit de propriété est trop fort et on voit trop à court terme, ce que je peux comprendre. Donc ce qu'on fait, c'est un travail de fond. Moi, tous les jours, mon confrère et vous ici présents, vous voyez, on a des problèmes, on les règle. Problème, solution. Là, c'est sur le temps long. C'est du temps long. Ça viendra, c'est normal, pas aussi vite qu'on veut, mais c'est en mouvement. C'est normal que ce soit long, vous voyez. Mais voilà, à l'image des arbres. Et on a notre ami Ernst Zürcher, que je remercie d'être là. Vous voyez, on a besoin de personnes comme lui pour nous dire ce qu'est un arbre. Voilà. Et là, ça prend de l'ampleur. Oui. Merci beaucoup Benoît. Et tout ça m'amène à ma prochaine question. Comment évalue-t-on le prix d'un arbre dans ces ORE, Dominique ? Alors, dans une ORE, il n'est pas obligatoire d'évaluer les arbres. C'est une bonne chose de le faire, parce que ça porte un plus, mais il n'y a pas d'obligation. Il faut savoir qu'il y a la loi, heureusement, a prévu qu'il n'y avait pas de taxes à payer dans le cadre de cette ORE, dans ce contrat qui est signé chez le notaire. Il n'y a pas de taxes, comme lorsqu'on achète une maison, on paie des impôts assez importants. Pour l'ORE, il n'y a pas de taxes. Et même, certaines mairies peuvent exonérer de taxes foncières pendant toute la durée de propriété de ce bien, tant qu'il y a l'ORE. Donc il y a un avantage fiscal. Et donc je disais qu'il peut être intéressant d'évaluer l'arbre. Aujourd'hui, il n'y a pas de méthode légale pour l'évaluer. Néanmoins, il existe une méthode d'évaluation des arbres qui, en fonction de l'âge, de la nature de l'arbre, de son volume. Et donc, j'ai suivi en cela Benoît, et on se réfère à cette méthode d'évaluation. J'oublie le terme, Benoît, comment elle s'appelle? C'est le barème de l'arbre. Voilà, le barème de l'arbre, tout simplement, qu'on trouve facilement sur Internet et qui permet de déterminer cette valeur. Et quelles sont les conséquences en cas de non-respect de l'ORE? Est-ce un mécanisme, selon vous, suffisamment contraignant si un différend survient, par exemple, entre une association et un particulier? Alors, on est dans le droit des contrats. C'est-à-dire que c'est une personne qui a pris un engagement de faire ou de ne pas faire. Et en face de cela, il y a une association qui a également pris un engagement également de faire ou de ne pas faire. Et donc, conformément au droit des contrats,
si on ne respecte pas son engagement, d'abord on peut être contraint. La loi peut demander de faire exécuter, on peut se retourner donc vers le juge pour faire exécuter le contrat, ou alors on peut demander des dommages et intérêts en disant que le fait de ne pas avoir respecté ses engagements, une personne va dire que l'autre co-contractant n'a pas respecté son engagement et donc entraîner des sanctions qui peuvent être financières ou une obligation de faire, c'est-à-dire de replanter ou d'arrêter de faire quelque chose qui pourrait nuire à l'arbre. Merci. Benoît, a-t-on assez de recul aujourd'hui pour savoir comment se passe la réception d'une ORE par de nouveaux acquéreurs d'un terrain où se situe un arbre protégé par une ORE? Il y a un exemple tout récent auquel j'ai participé, c'est à Toulouse, c'est à Ville-Nouvelle précisément. C'est une personne qui est propriétaire d'un terrain sur lequel il y a un robinier qui a 150 ans. Dans la perspective de la vente, elle a signé une ORE, tout en négociant la vente de sa maison. Et du coup, c'est un rapport à trois, oui, c'est un coup à trois bandes. Donc l'association a fait l'ORE avec la propriétaire, qui est en lien avec l'acquéreur. En fait, et on a vu cette image-là, c'est un peu comme si elle laissait sa grand-mère ou son grand-père sur le terrain. Là, c'est un robinier qui a 150 ans. En fait, l'ORE, c'est des soins. Alors, ça peut être pour n'importe quel élément naturel. Mais l'ORE, le co-contractant, c'est le sachant. Donc, en fait, la grand-mère ou le grand-père, c'est l'arbre. Il va rester sur le terrain. Mais cette dame qui s'en va, moi, c'est pareil. J'aime les arbres. Je ne saurais pas bien en prendre soin. J'ai besoin de l'arboriste, de l'allégueur grimpeur qui sait faire. Il accompagnera le propriétaire ultérieurement. Donc, le recul, il n'est pas suffisant. Mais en fait, on voit qu'un exemple l'entraîne un autre. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que l'ORE, vous voyez, on reprend la main, on construit son acte. Donc il y a autant d'ORE que d'actes. Et notre amie Nicole, qui est là, elle va nous en parler d'une aussi, ou particulière. Voilà. Et il faut voir que ce sont des dispositions qui sont très récentes. Il y a 10 ans, on avait peu d'outils. Et en 10 ans, il y a eu cette loi de 2016 qui a créé ce dispositif. Il y a eu cet arrêt de la Cour de cassation de 2019 validant donc le fait d'inclure dans un acte une clause prévoyant qu'on oblige l'acquéreur à conserver un arbre. Donc c'est vraiment très récent, mais c'est très important. Avant, on ne l'avait pas. Merci beaucoup et je me tourne à présent vers vous, Nicole. Vous avez vous-même signé une ORE pour protéger une pinède. Pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est passé pour vous ? Alors, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie Benoît et je remercie l'association Notre Affaire à tous. Notre association s'appelle Protection Arbres et Faune. Elle a été créée au mois d'octobre 2022 par Valérie Bernède, Marie-Catherine Arrigui qui est ici et moi-même. Nous avons voulu étendre le sujet à la faune sauvage. Je suis également bénévole à la Ligue de la protection des oiseaux, donc je connais la détresse de la faune sauvage, surtout dans le département de l'Hérault, qui est soumis à des canicules à répétition, à de la sécheresse, et donc on a vraiment des problèmes au niveau de la biodiversité à cause de ça. Donc pour la pinède de M. Fangeau, c'est une histoire, une belle histoire. À la base, avec l'association Les Orpelières, et moi-même, en fait, nous avons sauvé cette pinède d'une expropriation. Monsieur Fangeau était exproprié par la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée pour une route. Monsieur Fangeau était au bord du suicide. Il était désespéré. Nous sommes arrivés. Nous avons eu les médias avec nous. Yann Gésor, qui aujourd'hui a signé, fait partie de l'association co-contractante, avait mis en ligne une pétition. Et nous avons eu la chance d'avoir les médias. Et la société Viaterra et M. Robert Ménard ont décidé de rétrocéder le terrain à M. Fangeau. Ça a été réglé en un mois. M. Fangeau vous dira aujourd'hui, c'est un miracle. Il a gardé un gros traumatisme de cette expropriation. Et j'ai dit à M. Fangeau, nous l'avons sauvée, nous ne la sauverons pas deux fois, il faut la protéger. M. Fangeau m'a téléphoné au mois de décembre 2022 en me disant « Nicole, je suis prêt à protéger ma pinède ». L'association Protection Arbres et Faune venait d'être créée et avec l'association Sauvegarde Hérault Littoral, donc les deux sauveteurs de la pinède, nous avons été co-contractants pour cette ORE avec Benoît et je te remercie. Donc c'est une histoire, ça aboutit, c'est un aboutissement, c'est quand même une pinède de 2 hectares. Et Yann a fait une étude sur la faune.
Donc je précise aussi dans mon document toute la faune présente dans cette pinède pour montrer que la biodiversité existe aussi grâce aux arbres et l'intérêt que nous avons à les conserver. Donc cet ORE, il a fallu s'entendre avec l'autre association, ça a pris du temps et aujourd'hui on est en train de rédiger une convention pour le suivi de l'ORE. Et elle a été jusqu'en 2056, alors on aurait pu la faire jusqu'à 99 ans. Le fils de M. Fingeau, qui en est l'héritier, a décidé 33 ans en disant « Je fais confiance à mes enfants pour la prolonger ». C'est le souhait de M. Fingeau. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu une jurisprudence de biodiversité sur le territoire de l'Hérault, puisqu'il y a eu des ORE, mais sur des vignes. Alors les vignes, c'est pas très utile pour la biodiversité. Et c'est un message aussi lancé aux politiques pour leur montrer que nous commençons à agir pour protéger. Et aussi notre association est une association qui veut agir en amont, dans la protection, plutôt que d'arriver au moment où les abattages vont avoir lieu. Et la plupart du temps, on n'arrive pas à sauver les arbres. Donc en fait, on répond toujours aux alertes localement, on tâche d'être présent, on implique les personnes pour qu'elles se défendent aussi, mais on va agir en amont, on a mis en place cette dynamique de l'ORE, mais nous comptons mettre d'autres dynamiques en place de façon à créer des îles au PAF, puisqu'on a nommé l'ORE l'île au PAF, à faire beaucoup d'îles au PAF en France. Voilà. Comment, selon vous, convaincre un propriétaire de réaliser une ORE ? Alors là, je l'ai convaincu parce qu'il l'avait sauvé, donc ça a été très facile. Après, la question va se poser, comment arriver à convaincre d'autres propriétaires, par exemple en faisant de la prospection à Béziers pour commencer, qui ont des parcs. Souvent, on nous dit, mais si je fais une ORE, est-ce que je vais vendre ma maison ? Et c'est là où il va falloir faire un travail. Bon, j'ai été commerciale par le passé, ça devrait peut-être m'aider à faire de l'argumentation, à convaincre et à, entre guillemets, vendre cette question pour protéger. Donc, pour l'instant, je ne sais pas, puisqu'on est quand même des débutants, hein, c'est la première ORE que l'on fait. On s'en félicite aussi parce que nous n'avons qu'1 an, donc on se dit quand même, on démarre plutôt bien. Et donc on va voir, pour construire un argumentaire, une stratégie, faire peut-être des petites conférences dans les médiathèques des villages, des villes, pour parler de la protection des arbres, et puis nous verrons au fur et à mesure. Alors, si je peux me permettre, au niveau juridique, c'est vrai, comme le disait Benoît, l'arbre ne fait pas du tout partie de nos actes. On est en train de le faire, mais aujourd'hui, ça ne fait pas partie de nos actes. Par contre, au niveau commercial, si vous voyez une annonce d'une maison, vous verrez la description de la maison, et tout de suite après, il y aura joli parc arboré, quelque chose. Donc, au niveau commercial, mis à part le cas particulier d'un promoteur qui va vouloir raser tout pour construire un immeuble, mais au niveau commercial, une maison, lorsqu'elle a des arbres, des beaux arbres ou un parc, c'est un plus. Donc le fait de dire que ce parc sera conservé, je ne pense vraiment pas que ce sera un inconvénient, ce sera même peut-être un atout, puisque la personne qui va acheter ce bien saura qu'il sera accompagné pour conserver cela. Donc juridiquement, il n'y en a pas, mais commercialement, enfin, vous regardez les annonces immobilières, très souvent, c'est tout de suite parc arboré, joli parc. Et alors, quand vous discutez avec les clients, là, fortiori, tout de suite, ils vous disent « Ah ben, il y a un superbe arbre », ainsi de suite. Benoît, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, pour compléter ce que dit Dominique, le barème de l'arbre, déjà, il est gratuit sur Internet. C'est plusieurs associations qui l'ont créé. Donc, voilà, CE77, notamment, le CAUE, voilà, le Conseil d'architecture, d'urbanisme, d'environnement de Seine-et-Marne. Et ce barème, pourquoi je vous dis ça ? Ça rejoint ce que dit Dominique. La phrase clé, vous voyez, moi quand je l'utilise, c'est « on donne une valeur aux arbres sans augmentation du prix du foncier ». Déjà, pour nous, les arbres sont inestimables. Au début, j'avais un petit peu de mal de donner une valeur aux arbres, mais en fait, tous les moyens sont bons, tous les outils sont bons pour convaincre. Vous disiez comment, sur le long terme, inciter les personnes à le faire. Aujourd'hui, c'est comme ça, il y a des personnes qui raisonnent que par des euros. Quand on parle, nous, on est entre personnes qui se comprennent, il y en a qui vont nous dire de quoi ils nous parlent, là, on leur parle d'euros, tout de suite, certains se mettent à écouter. Je comprends, je ne critique pas, c'est un fait.
Donc du coup, là où j'en viens et je fais court, pour un exemple concret, le testament que j'ai fait faire en Meurthe-et-Moselle, c'est le premier de France. Thiaucourt, c'est un petit village modeste. Les maisons sont modestes. J'ai vu la maison, elle vaut 120 130 000. Par contre, il y a un platane qui a été labellisé Arbre remarquable de France par l'association Arbre. On a alimenté le barème, qui est scientifique, et l'avantage du barème, c'est qu'il est objectif. Il tient aussi compte des désagréments des arbres. Ils sont aussi quelquefois en difficulté, dans des positions compliquées, il peut être allergisant, ils ne sont pas que, comme on le voudrait, idéaux. Bon bref, pour dire que le barème, il est censé concret. À terme, on souhaite même qu'il soit utilisé par des compagnies d'assurance. Donc là où je veux en venir, le platane, avec le barème, on arrive à 50 000 euros. On ne peut pas dire que la maison vale 120 plus 50, 170. Mais comme dit Dominique, elle vaudra plus quand même. Donc à l'héritage, argument de plus, on sortira le barème, on sortira le label Arbre remarquable de France, on sortira l'artillerie lourde pour dire aux acquéreurs, maintenez vos arbres, votre maison aura plus de valeur. Les maisons végétalisées vont prendre de la valeur. On le sait statistiquement, les maisons végétalisées valent déjà plus 10% sur le marché immobilier. Avec le réchauffement climatique, plus besoin de climatisation électrique, ce sont des climatiseurs naturels. Donc le travail pédagogique, une fois qu'il sera fait de fond, ça s'imposera. C'est clair que les arbres, ça reste quelquefois difficile à conserver, mais il faut vivre avec en harmonie. Donc c'est vraiment tout se complète, vous voyez. Et, alors, on donne une valeur, je sais que c'est un débat, moi je ne donne pas de valeur à la nature, hein, c'est incongru de dire ça. Mais une maison, elle a un prix, l'arbre, autre moyen de le protéger, on leur dit ça a une valeur. Ça n'a pas de prix, vous voyez, il y a une différence valeur et prix. Voilà, c'est un autre argument. À court terme, c'est pas à long terme, je souhaite qu'on l'abandonne. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Amandine. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passé votre combat pour sauver la Pouplie et quelle en a été l'issue ? Oui, avant, du coup, pour rebondir un tout petit peu sur ce qu'on a dit avant, je me rends compte qu'on peut aussi le formuler d'une autre manière. En fait, comment protéger ce que nous avons de plus cher, tout simplement, enfin, sans parler de droit, en fait. Ce qui nous réunit ici, c'est notre sensibilité, notre amour pour les arbres, notre détermination à les protéger et les liens indescriptibles qui nous lient à eux, en fait. On ouvre la voie à plus de justice environnementale, mais on peut aussi parler d'amour. En tout cas, moi, c'est le moteur qui a fait que j'ai réussi mon entreprise, on va dire. Puisque la protection, en fait, ça relève de l'amour et en fait, ça compte aujourd'hui, je trouve. Voilà, on contractualise de nouvelles relations aussi. C'est difficile de mettre des mots sur ce genre de relations. J'ai moi-même du mal parfois à expliquer le lien que j'ai avec la Pouplie. Et au fond, nous faisons entrer les arbres dans nos vies et dans la sphère privée et intime. Et ça aussi, ça compte en fait. C'est pas juste une modification de la loi, c'est aussi comment on change un peu notre manière de penser. Et il me semble que ce qu'on essaie de faire, c'est aussi ça, quoi. C'est faire entrer les arbres dans notre sphère intime. Voilà. Du coup, vous donnez juste quelques détails clés avant de vous parler de cette histoire. Vous dire que celle que je suis aujourd'hui n'est plus tout à fait la même que celle qu'il y a sur les photos. J'ai changé quand j'ai démarré entre guillemets cette histoire avec cet arbre. Je n'étais pas militante, je faisais pas partie de l'association Arbre et j'étais pas spécialement une protectrice des arbres. Donc voilà, c'est important de le dire parce que c'était pas ma volonté de me retrouver dans ce genre de situation. Mon unique volonté, c'était ma préoccupation pour cet arbre qui se situe dans le village où j'ai grandi, dans la Marne. Donc c'est le village de mon enfance. Ça rejoint ce que disait Benoît tout à l'heure, que quand on se préoccupe de ce qu'il y a voilà, autour de nous, dans notre proximité, on peut faire vraiment bouger les choses. Vous dire aussi que du coup, ma vie s'est un petit peu métamorphosée, que j'ai modifié le cours des choses pour cet arbre, mais cet arbre a aussi modifié le cours des choses pour moi. Donc il y a un rapport mutuel qui a été rendu.
Et je cherche encore les mots pour raconter l'histoire. Donc je vais répondre à ta question. Et tantôt, je vais dire « il » et tantôt, je vais dire « elle » parce que c'est un arbre, un peuplier noir, mais elle s'appelle la pouplie. Donc c'est toujours un peu compliqué. Chez les arbres aussi, il y a des préoccupations par rapport au genre. Donc voilà. Donc c'est un peuplier noir, vous voyez, il est monumental. C'est une essence rare en France parce que c'est une essence qui a été modifiée génétiquement pas mal. Et celle-ci fait partie vraiment des essences primaires. C'est un arbre qui fait 37 mètres de haut, qui fait 10 mètres de circonférence. On croirait qu'il sort d'un conte fantastique. Vous voyez l'échelle quand je suis sur la photo. C'est vraiment un arbre monumental et je dirais qu'il a à peu près 300 ans. C'est compliqué de donner un âge à un arbre, donc voilà, c'est un ordre d'idée. Pouplie, donc c'est pas moi qui l'ai nommé ainsi, c'est son nom, ça vient de pouplier dans le patois local. Et donc c'est un arbre que je connais depuis que je suis petite. Il est tout près de l'école, dans le village, l'école où je suis allée. Il est vraiment au cœur du village, il est sur son blason. Et donc en 2018, un incendie a démarré dans la cavité qui a son collet. Alors là, sur les photos, on ne le voit pas, mais c'est de l'autre côté. C'est un peu un arbre qui est poker face. Il a un côté vraiment, on va dire, parfait. Et l'autre côté est peut-être ce qu'on pourrait dire un peu moins joli. Et donc, un début d'incendie qui démarre en 2018. Les pompiers ont été prévenus par les riverains et l'incendie a été tout de suite stoppé. Donc, évidemment, à ce moment-là, l'arbre, il est sur un terrain privé. Et le maire du village et le propriétaire de l'arbre se disent là, ça craint, il faut, on va devoir l'abattre. Donc voilà, les riverains proches de l'arbre sont affectés, préviennent la presse et font faire une expertise. L'expertise va révéler qu'il n'y a pas eu d'impact, que l'arbre n'a pas été impacté par ce début d'incendie qui a été pris très tôt. Par contre, il va falloir faire une taille. Et là commence une bataille en fait entre le maire du village et le propriétaire, puisque le propriétaire qui a fait viabiliser le terrain constructible refuse de faire les soins à l'arbre et le maire refuse également puisque ce n'est pas son arbre. Donc là démarre vraiment une bataille entre ces deux personnes et ils vont échanger à coups de recommandés. Et donc moi, je débarque 2 ans plus tard. Il faut savoir que donc au pied de l'arbre, il y a une route, une petite route dans le village qui jouxte l'arbre. Donc la route est fermée, le terrain est en friche. Enfin vraiment, moi j'ai une grande inquiétude parce qu'un arbre c'est vite coupé, on l'a dit tout à l'heure, ça va plus vite à couper, puis ça pousse lentement malheureusement. Donc j'étais assez inquiète et je vois passer sur les réseaux sociaux donc, le concours de l'arbre de l'année et ça a été une sorte de stratégie pour moi de l'inscrire à ce concours. Donc on a porté notre candidature et après a démarré pour moi une grande campagne pour faire élire cet arbre. Donc il a été élu avec un certain nombre de voix, 6344. Il est devenu plus bel arbre de France. Et suite à ça, vous vous doutez bien que c'était beaucoup plus compliqué pour le maire et pour le propriétaire de s'en prendre au plus bel arbre de France. Donc c'était une stratégie qui a marché grâce au concours de l'arbre de l'année, entre guillemets, et puis à la mobilisation, qui est un concours qui est porté par le magazine Terre Sauvage. Et suite à ça, donc, on a réussi avec l'association Arbre, dont je fais partie maintenant, à labelliser l'arbre. Donc l'arbre est protégé symboliquement, puisque ce label n'a pas de valeur juridique. Et suite à ça, alors c'était pas réglé quand même parce que l'arbre était élu plus bel arbre, mais c'est pas parce que c'est le plus bel arbre de France qu'il est protégé pour autant. Donc ensuite, le concours a quand même permis de créer une sorte de médiation entre le propriétaire et le maire du village. J'ai participé aussi à cette médiation. Et finalement, on a trouvé un accord qui était que le maire du village échange une parcelle
une autre parcelle qui appartient à la mairie contre cette parcelle du propriétaire. Parce qu'au début, il était question quand même de préemption, ce qui est quand même assez violent pour un particulier. Donc voilà, en tout cas, cette mobilisation, elle a permis de recréer du dialogue. Et aujourd'hui, l'arbre donc est sur une parcelle qui appartient dorénavant à la commune. La commune a valorisé l'arbre, a créé un parc autour de l'arbre. Donc c'est un peu une histoire idyllique. C'est une histoire qui finit bien. C'est pas souvent le cas. Et voilà. Et après, malgré ça, il y a quand même, quand on commence à protéger un arbre, on ne sait pas trop dans quel doigt on met. Enfin voilà, il y a un engrenage. Je continue à, entre guillemets, être la gardienne de cet arbre parce que il y a eu une tempête Aurore il y a 2 ans. Et suite à ça, j'ai eu l'impression de revenir en arrière, c'est-à-dire que c'était rebelote. Tout le monde avait peur, la sécurité. Et donc, il faut toujours apaiser les esprits, être présent, essayer un peu de prendre du recul. Donc, il y a une nouvelle expertise qui a été faite. Et il y a eu une taille derrière, mais qui n'est pas très impactante pour l'arbre. Donc, c'est un travail quotidien, mais j'encourage vraiment tout le monde à trouver son arbre. Et voilà, et simplement dire que l'amour, ça peut aussi être un moteur, sans passer pour la papesse des arbres. Je suis pas du tout là-dedans, mais voilà, l'amour, c'est vraiment un moteur et ça fonctionne, quoi. Et or. Merci Amandine. Et hors cadre juridique, à quoi peut-on dire d'un arbre qu'il est remarquable? Et comment faire justement en tant que citoyen pour protéger un arbre selon vous? Ça marche? Ouais. Remarquable, c'est un grand mot. Je pense que tous les arbres sont remarquables. Pas simplement les monumentaux, parce que suite à cette histoire, c'est quand même devenu un peu une bête de foire. Donc après, on peut voir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que d'un seul coup, cet arbre qui était un peu méconnu, il y a eu d'un seul coup une énorme fréquentation. Enfin, on a vu des cas comme ça qui finalement, parce que un arbre ou n'importe quel élément vivant, qui d'un seul coup est mis devant les projecteurs, peut être menacé aussi quelque part par cette trop grosse attractivité. Donc moi, je dirais que tous les arbres sont remarquables, qu'ils soient vieux ou pas. Après, c'est sûr que dans le cadre de l'ASSO, il y a un cadre précis pour obtenir le label d'arbre remarquable, avec des critères précis. Mais en tout cas, moi, si je dois répondre personnellement à cette question, je dirais que tous les arbres sont remarquables, que quand même, il faut absolument préserver les arbres, notamment en ville, parce que trop souvent, on va couper des arbres et se dire on va en replanter, on en replantera le double, le triple. Enfin, on connaît tous, je crois, ce discours. Et en fait, les arbres, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à pousser. Sur un certain nombre plantés, il y en a souvent la moitié qui ne tiennent pas le choc. Donc c'est vraiment important de conserver les arbres sur les espaces publics, privés, et d'être vigilant à ces arbres, de tout faire pour les garder. Et ne pas croire qu'une compensation suffira. Enfin, pour moi, ça ne marche pas. Merci beaucoup. Et pour finir, quelles sont vos autres actions, chacun à ce sujet? Vous arrive-t-il de mener par exemple des actions de sensibilisation? Nicole, pardon, si vous souhaitez commencer. Oui, alors dans l'Hérault, en fait, on est en train de perdre nos arbres. J'ai récemment, donc j'ai fait appel au journal local, Midi Libre, où j'ai voulu dire par la voie médiatique que les villes n'arrosent plus les arbres à cause d'un arrêté préfectoral, mais on peut continuer à laver ses voitures, à la laverie automatique, parce que si vous êtes à Béziers, dans tous les villages autour, les arbres meurent les uns après les autres, et dans les campagnes aussi. Donc aujourd'hui, alors on ne peut pas aller arroser tous les arbres des campagnes, mais je vais tâcher de davantage contacter les mairies et la préfecture pour que les arbres soient irrigués, parce qu'ils sont tous en stress hydrique. Parce qu'il fait tellement chaud l'été, on arrive à 45, ce n'étaient pas des arbres qui étaient là pour supporter le climat méditerranéen
qui est en train de changer. Et donc voilà, il y a aussi ça. Et quand on fait une ORE, on a une obligation derrière d'entretien. Et donc là, forcément, on va surveiller la végétation pour qu'elle puisse durer. Et donc c'est ce qu'on a aussi prévu. Est-ce qu'on pourrait afficher la faune sauvage qui est présente dans la pinède, parce voilà, ça c'est la pinède en fait. Parce que bon, j'en reviens à la faune, j'avais envoyé tout le document pour qu'on voit tous les oiseaux qui sont dedans. Dans le mail, vous devez l'avoir. Bon, en fait, il y a une trentaine d'espèces d'oiseaux dans la pinède. Donc ça fait partie de l'expertise de l'association Sauvegarde Héros Littoral de M. Yann Gésor, qui est naturaliste et coordinateur à l'association. Peut-être qu'elle va le trouver. Donc c'est pour ça, et Benoît a apprécié aussi que je le mette en avant, parce que ça, c'est le document PDF que vous voyez là, était envoyé à nos adhérents et aux médias. C'est une façon d'annoncer l'ORE. Et donc j'ai voulu vraiment faire un rapprochement avec la faune pour que les gens prennent conscience qu'un arbre, ça n'est pas qu'un arbre, et qu'il est l'habitat des oiseaux, des mammifères, des insectes. Et donc voilà. Ah ben voilà. Ben voilà, vous avez... Alors ça, ce sont les espèces présentes sur. Et dessous, bon, j'ai listé les espèces possiblement présentes ou migratoires, en fait. Donc voilà. Et en fait, j'ai mis, bon, préserver les arbres, c'est préserver le milieu de vie de la faune sauvage. Sans arbres, il n'y a plus de faune. Sans faune, il n'y a plus d'arbres. Et nous en avons besoin. Et protégeons ceux qui nous protègent. C'est une phrase de Marie-Catherine, puisque les arbres nous protègent et les personnes n'en ont pas encore assez conscience. Oui. Par rapport à ce que je fais en parallèle, moi j'interviens aussi à l'Université de Lorraine grâce à Katia Blairon, qui est professeure de droit, qui vient de Lorraine aussi. Parce que l'objectif, c'est aussi, vous voyez, un travail de fond, de réflexion, sans être un révisionniste du droit. Mais le droit, c'est pure fiction juridique. Hein. Là, on baigne dans la fiction complète. Le droit de propriété, pure fiction juridique. Alors, en fait, là où je veux en venir, c'est que fondamentalement, on n'est pas propriétaire, on est responsable. En fait, on devrait parler de transfert de responsabilité. Je suis propriétaire d'une maison, terrain, je vous la transfère avec tous les éléments naturels. Vous en êtes à votre tour responsable, tant envers l'élément naturel qu'un être vivant, bien entendu par rapport à l'entourage aussi. Parce que si on interroge le droit de propriété, et c'est là que le travail que vous faites à notre affaire à tous sur la nature sujet de droit, c'est fondamental. Parce que si on s'interroge vraiment, si on ouvre les yeux, parce que là on est complètement ancré, nous sommes ancrés sur Terre. Les bienfaits des arbres, ils dépassent largement les limites de propriété sur les terrains où ils sont implantés. Georges Fetterman a une formule magnifique. Il nous a dit un jour, si on est propriétaire des arbres sur notre terrain, est-ce qu'on est propriétaire du rouge-gorge qui se pose sur la branche? La réponse est dans la question. Et si on étend un peu la question, si on est propriétaire des arbres sur notre terrain, est-ce qu'on est propriétaire de l'oxygène pur créé par les arbres? La réponse est dans la question. Donc, je m'arrête là. Ce que je fais aussi en parallèle, vous voyez, donc je fais des écrits entre mon temps professionnel, familial, j'y arrive. Quand on veut, on peut. Quand on peut, on doit. Et je reste professionnel. Des gens vont me dire, oui, ok, danger. Ok, danger. Sauf qu'il faut faire appel. C'est là qu'il faut être modeste. Et c'est là mon message aussi. Il n'y a pas pire qu'un juriste pour toucher aux arbres. Il faut d'autres personnes. Et où je veux en venir, et j'invite les personnes ici présentes, si vous avez la chance d'avoir de bonnes relations de voisinage avec vos amis, et double chance d'avoir un arbre remarquable, même s'il est cagneux, sur votre terrain, avec malheureusement des branches qui surplombent chez le voisin, malheureusement des branches soutènement qui vont chez le voisin, faites une convention pour le protéger d'un commun accord, pour qu'après vous, quand la maison sera vendue, on ne pourra pas impunément toucher aux arbres, parce que le Code civil permet d'y toucher dès que les branches dépassent, même s'il n'y a pas de préjudice. On se réveille mal le matin, on s'y dispute avec sa femme, on est en pétard, on va voir le voisin, vous me coupez tout ça, sans préjudice. Et je m'arrête là, on peut faire une convention, et puis plus tard, effectivement, sous réserve qu'il n'y ait pas de danger, on pourra maintenir les arbres. Et je m'arrête là pour être optimiste, parce que
on se doit et on peut être optimiste. Une décision tout à fait récente, enthousiasmante. Tribunal judiciaire de Nantes, 3 octobre 2023, promis de conflit de voisinage. Un magnolia en limite de propriété. Je l'ai vu les photos, je suis en contact avec la dame. Il n'y a aucune atteinte du fait de l'empiètement, mais le code civil permettait de couper à l'aplomb. Cette dame-là a été au tribunal de Nantes sans avocat, face à un avocat pour plaider la cause de l'arbre. À la lecture du code civil, elle n'était pas optimiste du tout. Et bien, contre toute attente, le juge, qui est un homme et une femme incarnés, a, contre toute attente, utilisé code civil, le préjudice écologique, pour dire que l'atteinte à l'arbre serait un préjudice écologique parce que ces bienfaits dépassent les limites de propriété. Pas la peine de faire 15 ans de droit pour avoir constaté ça. Mais le traduire en droit, ça marque un poids. Autre avantage conséquent, fondamental, et c'est l'argument que tout le monde peut employer, parce que quand on nous traite de doux rêveurs, on n'est pas des doux rêveurs, c'est nous les gens sérieux. Alors quand on me traite de doux rêveur, je le suis peut-être, mais je reviens juriste, notaire, la charte de l'environnement. Valeur constitutionnelle, article 2. Chacun a le devoir de préserver et de prendre soin de l'environnement. Ce que le juge du tribunal judiciaire de Nantes a utilisé pour motiver son jugement. Alors vous allez me dire, tribunal judiciaire, cour d'appel, ça pourrait être toqué. Il n'y a pas eu d'appel. J'aurais souhaité qu'il y ait un appel, parce que, à force, par coup de butoir, on se rendra compte que c'est très difficile de modifier la loi, mais plus il y aura de décisions, et c'est la loi qui emboîtera le pas. Parce que là, on s'attaque à Napoléon, c'est compliqué, mais les juges, vous voyez, c'est là où je veux en venir, ont conscience de ça. C'est pas parce qu'on ne respecte pas le droit qu'on ne respecte pas les arbres. C'est en respectant les arbres qu'on respectera tout le monde. Le droit il doit être révisé. Tous les jours, on nous fait faire des révisions en informatique. Logiciel, il faut changer le logiciel, sinon on est obsolète. Le code civil, il est poussiéreux. Il a place ça au musée des Invalides à Paris. Il a plus sa place au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est pas grave, on y va. Il y a des décisions courageuses, il faut des gens courageux. C'est au bénéfice de tous. En fait, c'est une question de santé publique. Voilà. Protéger les arbres, c'est de la santé publique. On est responsable, et je m'arrête là. Je suis fier d'être notaire, mais je suis très fier d'être fils de menuisier, comme je dis toujours, petit-fils de menuisier, arrière-petit-fils de bûcheron, arrière-arrière-petit-fils de charron et de tonnelier. Donc le bois, on nous coupera toujours. Qu'on ne nous dise pas, avec vous, on ne pourra plus couper d'arbres. Mais bien sûr que si, qu'on en coupera. Mais dans le respect du vivant. Voilà, l'équilibre. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Amandine, vous souhaitiez compléter? Ou sinon, Dominique Merci. J'ai une toute petite anecdote. À ce moment, le monde des associations dans l'écologie, on voit essentiellement des figures masculines. Cette ORE, elle a été signée par 2 femmes, Aude Guisonnier et moi-même. Donc ça, je voulais le souligner, sans faire du féminisme, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de la figure masculine dans les associations, souvent de protection de la nature. Et nous, dans notre association, nous avons décidé de mettre en avant la parité et de mettre en relation les adhérents les uns avec les autres pour créer un véritable réseau. Voilà. Ajouter quelque chose, Dominique? Alors, à titre personnel, moi j'ai été assez sensibilisé par les micro-forêts. Je suis de Bordeaux et le maire de Bordeaux en a planté beaucoup. Voilà, et donc j'en ai planté un sur un bout de terrain. Il suffit de 100 mètres carrés. Alors aujourd'hui, c'est pas grand-chose, hein, c'est tout petit, c'est 3 ans. Mais l'espoir, c'est que dans quelques années, dans une dizaine d'années, il y aura un lieu de biodiversité. Merci beaucoup, merci à tous, merci à nos intervenants. Comme l'a dit Marine dans l'introduction, cette table ronde sera retransmise dans un guide pratique qui sera publié courant 2024. Et maintenant, je laisse la parole au public si vous avez des questions. Je voulais savoir, l'association PAF. Pardon. Je voulais savoir si vous vous déplacez dans toute la France, si on a besoin de vous. Parce que je fais partie de l'association Arbre et je m'occupe des correspondants. Et souvent, ils me posent des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Donc là, si jamais ils me posent une question pour savoir s'il y a une erreur, pour savoir si est-ce que je peux faire appel à vous. Alors,
actuellement, on a 3 régions qui sont couvertes. La région Grand Est, la région Île-de-France et la région Occitanie. Donc dans ces 3 régions-là, on se déplacera. Voilà. Nous, on va peut-être en faire une autre dans un autre département de l'Occitanie. Si on doit se déplacer en France, donc petit à petit, parce que nous, on ne fait pas appel à des subventions, on va faire appel à des dons privés, on va ouvrir une cagnotte pour faire des ORE. Et donc notre objectif, c'est effectivement de se déplacer dans toute la France, mais aussi de trouver des référents de région, puisque nous, on est régionalisés. Moi, je suis référente région Occitanie, Marie-Catherine Île-de-France et Régis, aujourd'hui Rouillé, donc Haute-Marne. Et donc notre objectif, c'est de trouver un référent régional qui pourra faire le relais et faire des ORE dans chaque région. Nous pouvons aussi aller en Corse, parce que je précise que PAF a été créé par 2 Corses, donc Marie-Catherine et moi-même, où nous avons sauvé un arbre. Marie-Catherine a sauvé un arbre de 6 étages à Ajaccio, qui devait être abattu. Et donc on peut aussi, bon là pour le coup, même s'il n'y a pas de référent, on a de la famille, donc on se déplacera avec plaisir en Corse. Tout ça se fera petit à petit avec nos moyens financiers et notre effectif qui, nous l'espérons, va beaucoup augmenter. Donc là, on a quand même déjà plus de 50 adhérents et une vingtaine de membres actifs. Il faut le temps de démarrer, c'est long. Donc effectivement, vous pouvez faire appel à nous. Même si nous n'avons pas de référent, on tâchera de trouver une solution pour se déplacer. Merci beaucoup. Bonjour, merci. En fait, moi, je voudrais vous poser une question comme étant voisine de quelqu'un qui a un arbre et qui serait possiblement, qui pourrait abattre. Et qu'est-ce que je peux faire en tant qu'extérieur? Vous êtes en bonne relation avec votre voisin? Des voisins? Oui. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est toujours, vous voyez, c'est ce qu'en France, on est des Gaulois. Hein. C'est un peu silex contre silex, comme dit Thomas Brahe, j'ai souvent entendu dire ça. Vous allez les voir, ils vont vous prendre pour la donneuse de leçons. La grande difficulté, c'est d'introduire la discussion. Et je pense que, vous voyez, on est trop binaire en France. Essayez le trinaire, si on peut dire. Il faut mettre l'arbre au sujet, au centre de la discussion, mais on ne peut pas convaincre les gens, mais vous voyez, c'est de la pédagogie, de l'information. Après, on peut vous transmettre des éléments, mais il faut que les personnes aient envie de lire. Donc, éventuellement, si c'est un arbre qui a une valeur, on pourrait dire qu'avec son barème, son patrimoine, et voilà. Mais ça, c'est ce que vous dites, c'est ce qu'on rencontre tous les jours. Parce que vous voyez, ce que vous dites, si intuitivement tout le monde le pensait comme vous, on ne serait pas ici présent. C'est un travail de fond phénoménal, mais tentez d'en parler. Et moi, je vous dis ce que je fais, hein, j'ose le dire. On voit que la nature, c'est souvent les femmes qui protègent plus que il y a une sorte de pudeur. Moi, j'ai pas de pudeur. Essayez de toucher le cœur des gens. Ils ont tous un cœur. Moi, j'ai eu des exemples, je pourrais en parler, de personnes dont je fais court. Hein. J'ai des clients agriculteurs, c'est des gros costauds dans mon village. Hein. C'est des mecs, ils bossent sur les tracteurs. Voilà. Ben, en voyant ce que je fais, on a ouvert des discussions tous les deux, et je les ai connus différemment. Donc, pas de préjugés. Voilà. Donc, allez-y, madame, moi, ce que je vous dis, discutez sans attendre rien de votre... Surtout, parce qu'on n'est pas des... On ne pourra pas changer le monde. Allez-y sans rien attendre. Moi, c'est ce que je vous dis. Et vous serez peut-être surpris du retour. Allez-y sans rien attendre, sinon c'est là qu'on se heurte et qu'on se frotte. Oui, je comprends, mais nous, on a affaire à des copropriétés, pas un individu ou une personne. Ah ben, c'est x10. x10 la difficulté. Si je peux compléter, pardon. Enfin, il y a plusieurs fondements en fait, du Code civil. À chaque fois, ils vont vous demander d'élaguer. Est-ce que c'est parce que ça fait plus de 2 mètres? Est-ce que c'est à moins de 50 cm du mur mitoyen? Est-ce que c'est parce que ça fait de l'ombre? Est-ce qu'il y a parce que des épines, des feuilles qui tombent? Et à chaque fois, selon les fondements du Code civil, vous pourrez invoquer des arguments. Il y a aussi quelque chose qui existe, c'est au titre du Code de l'urbanisme, faire entrer catégorie d'espaces boisés classés, EBC. Ça n'empêche pas l'élagage, mais pour l'abattage, hein, je parle sous le contrôle aussi d'autres juristes, il faut une déclaration préalable quand c'est classé EBC.
Mais voilà, il faut que ça soit classé. Et sinon, après, il y a des arguments, des jurisprudences, où le fait, par exemple, d'habiter un endroit avec beaucoup d'arbres, on ne peut pas se plaindre, par exemple, de la chute de feuilles ou de la chute d'épines sur son terrain. Ça, c'était jugé par le juge. Hein. Voilà. Et après, si jamais ça fait plus de 2 mètres avec la précision trentenaire, il faudra prouver des photos. Si vous avez des photos de vous à côté de l'arbre ou d'autres personnes qui montrent que ça fait plus de 30 ans que l'arbre a dépassé 2 mètres, faire aussi intervenir des experts avec des rapports pour prouver l'âge. Donc voilà, il y a différents arguments qui existent. Oui. Oui, j'ajoute parce que c'est vrai que généralement, dans le discours courant, on a tendance à focaliser sur l'arbre, mais souvent donc on oublie la faune, et la faune est aussi un moyen de protéger l'arbre et inversement. Donc quand on vit dans les alentours, on peut repérer les espèces protégées en amont, les faire constater par huissier notamment, donc en Ile-de-France, si on a des quantités, voilà, le rouge-queue, etc. Je ne vais pas vous faire la liste. Mais donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait en amont. Et tout simplement, en fait, valoriser les bienfaits écosystémiques globaux de l'arbre. Donc beaucoup de gens n'ont pas tout à fait conscience, mais notamment à PAF, on met quelque chose énormément en valeur. Je vous le recommande en Ile-de-France. Nous avons une invasion de moustiques. Nous avons des traitements phytosanitaires désormais pour les invasions de moustiques. Or, nous avons dans nos arbres l'habitat des chauves-souris. Les chauves-souris, une seule chauve-souris mange des milliers de moustiques. Donc évidemment, la préservation des arbres et de l'habitat aussi permet de réguler. Voilà. Donc il y a aussi quand même beaucoup d'arguments qui... Voilà. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Martine Sorba. Je suis récente coprésidente du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. Bon, moi, je suis admirative du fait que vous soyez lancé dans les ORE en tant que co-contractant, parce que moi, j'ai en charge donc les alertes nationales, et effectivement, j'ai beaucoup de demandes de particuliers qui me demandent comment sauver leurs arbres parce qu'il y a des voisins qui les ennuient un petit peu, ou parce qu'ils ont à cœur de vouloir laisser leurs arbres une fois qu'ils ne seront plus là. Donc, moi, je me suis appuyée sur le petit guide qui a été fait par le ministère, le ministère de la Transition écologique. Ils ont fait un petit guide sur l'ORE qui est très bien fait. Je leur explique un petit peu tout ça, mais moi, je me heurte à la difficulté de leur conseiller un co-contractant, parce que nous, au niveau de GNSA, on ne s'est pas encore lancé dans cette mission de co-contractant. Moi, je m'en occupe beaucoup, mais je ne me sens pas suffisamment, on va dire, technicienne de l'arbre pour pouvoir après les conseiller et faire un suivi efficace. Et deuxième question que je vais avoir à vous poser, donc quelles sont les associations en France? Est-ce qu'il est connu un listing d'associations qui se sont déjà engagées dans les ORE et qui sont en capacité de le faire? Et l'autre question, c'est la côté financier. La question financière, moi, les personnes avec qui je suis en lien me demandent, oui, mais combien ça coûte de faire une ORE? Je suis désolée d'aborder le côté argent, mais c'est peut-être aussi un frein pour les personnes de se lancer dans des ORE. Voilà. Alors, par rapport aux co-contractants, il y a le Conservatoire d'espaces naturels. En fait, c'est une satellite d'associations. C'est un des co-contractants qui en a le plus signé en France. En plus, dans toute la France, ils sont répartis. Contactez les conservatoires d'espaces naturels, ils vous renverront des associations compétentes. Par rapport... et sinon même, moi, je sais ce que je dis aussi, que les personnes constituent une association, puisque le co-contractant, c'est une association. Moi, en Alsace-Moselle, il faut être 7 pour faire une association qui a la personnalité morale. Or, Alsace-Moselle, c'est 2 confrères. 2 personnes font l'association. Vous avez 2 sachants arboristes, élagueurs professionnels, ils créent l'association, ils seront co-contractants. Voyez, cet acte-là, il nous permet de nous remobiliser nous-mêmes. Par rapport au coût, en fait, c'est un acte, pour les honoraires de notaire, c'est à discuter librement. Voilà. Selon le travail de recherche, de publicité foncière, de registre de propriété, à discuter avec son notaire. Voilà. Moi, voilà. De taxes. Il n'y a pas de taxes. Et quand on part sur 99 ans, moi, je peux
Bon, je le dis, pour l'instant, j'ai demandé 2 cafés sans sucre, enfin, avec sucre. Maintenant, je suis passé à sans sucre. Maintenant, je l'ai fait payer, je le dis, j'ai pas de pudeur avec l'argent, 300 € TTC, ça me couvre même pas mes frais fixes. Donc je me dis, si on passe aux 99 ans, les personnes peuvent trouver 300 €. Et si elles ne peuvent pas, je ferai moins. Mais moi, mon souhait, c'est que beaucoup de notaires s'en emparent. Et plus ils auront, parce que c'est un temps de travail de connaissance. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui veulent faire des ORE, ils ont contacté leur notaire. Le notaire n'a pas le temps d'étudier. Donc, Maître Petit et moi, mon confrère, on va former nos confrères et ce sera un acte réflexe. Voilà. Donc, à terme, le coût, il sera tout à fait abordable. Et en fait, dans le coût, peut-être aussi, on peut compter peut-être une expertise arboristique, si le propriétaire le veut ou si c'est nécessaire, si on voit quelques arbres menaçants, et une expertise de la faune. Donc, ça peut c'est pas obligatoire, mais ça peut faire partie du coût, parce que si on a un doute sur la santé de quelques arbres, est-ce qu'il faut les garder, est-ce qu'il ne faut pas les garder, etc., on peut éventuellement rajouter un coût, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Bonjour, je suis Catherine Jante, je suis administrative chez FNE 77 en Seine-et-Marne et je suis aussi en train de me reconvertir en aménagement du paysage. Voilà. J'avais quelques questions. Les 99 ans que vous avez dit, est-ce que ça peut être rallongé? Parce que en termes de cycle de vie de l'arbre, c'est tout petit. Vous avez demandé si ça pouvait être rallongé? Oui. Non, la loi prévoit un délai maximum de 99 ans, alors pas uniquement pour l'ORE, mais d'une manière générale, pour tout contrat, le délai maximum légal, c'est 99. Après, ça peut être renouvelé, mais bon, bien sûr, vous ne serez plus là. Exactement. On oublie souvent que l'arbre, c'est l'élément qui participe le plus au cycle de l'eau. En matière de santé publique, ça va devenir quelque chose d'énorme. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, peut être utilisé dans les arguments? Et si oui, comment? En écoutant Ernst Zurcher cet après-midi, d'accord. On a besoin de tout le monde. Nous, on est juristes, non, on n'est pas à la hauteur. Et j'ai une dernière question. En fait, on a parlé de couper un arbre qui est très facile, mais faire mourir un arbre très lentement, c'est aussi très facile. Comment se prémunir contre ça? Est-ce que vous avez du recul? Alors, comme disait Benoît, nous on est juristes, donc c'est le côté juridique. Et alors, il est vrai que dans l'ORE, il faut qu'il y ait une fonction relative à la biodiversité ou aux fonctions écologiques. Donc, par rapport à votre question sur l'eau, bon, il faudra arriver à pas le démontrer, mais à l'écrire. Voilà, on est simplement juriste. Alors, regardez, ce qui est important, parce que ce qu'on a en écho en France, c'est que tout vient verticalement, que la loi nous prépare le travail, on n'a plus qu'à reprendre. Non, l'ORE, c'est les parties qui constituent leur contrat. C'est pour ça que le co-contractant, c'est un sachant. Pour revenir à l'eau, moi j'ai fait une ORE entre un syndicat de pêcheurs à la ligne et une association de pêcheurs à la ligne et le syndicat des eaux pour protéger la ripisylve. Le syndicat des eaux, c'est le sachant. C'est pas les pêcheurs à ligne, c'est pas moi. Dites-vous bien qu'il y a autant d'ORE que d'éléments naturels à préserver. Et c'est super chouette parce qu'on reprend la main. On reprend la main. J'ai fait une ORE avec la LPO pour une protection de la vie faune. Donc, le notaire ne peut pas être... Moi, j'aimerais bien connaître toute la nature, mais non. Nous, on est rédacteurs, conseil. C'est les parties qui font leur contrat. N'attendez rien de personne, c'est vous qui ferez. Avec le sachant, le co-contractant. Et pour les ORE, alors là, ici, on parle des arbres, mais ce n'est pas uniquement pour les arbres, ça peut être des plans d'eau, ça peut même être un muret à l'abandon dans lequel il y a des oiseaux qui viennent. Dès qu'il y a un élément de biodiversité, c'est pas, voilà, ça peut être très vague, mais il faut qu'il y ait bien sûr un élément de biodiversité à conserver, à aménager, à restaurer. Bonjour, tout d'abord je voulais vraiment vous remercier sincèrement. Pour moi c'est très nourrissant, inspirant de voir des gens qui œuvrent comme ça pour la nature. Je vois ça comme des personnes ressources. Il y a des endroits ressources dans la nature et vous êtes des personnes ressources dans mon monde naturel à moi. Donc merci à vous. J'avais deux questions. En fait je suis juriste, je travaille pour une association qui s'occupe de réaliser des réserves naturelles intégrales.
Et on aimerait bien ajouter peut-être un versant ERE. Donc on est un peu en train d'évaluer le terrain. Et j'aimerais savoir si vous avez des chroniques de jurisprudence en lien avec des ORE, s'il y a des fascicules assez clairs autres que le fascicule qui a été rédigé par le ministère de la Transition écologique qui existe. Et j'ai une autre question en fait. Moi à la base je suis belge, j'ai été formée en Belgique. Est-ce que vous savez s'il y a des associations belges qui sont intéressées à la thématique des ORE? Parce que j'aimerais bien en fait introduire ça dans mon pays natal. J'ai déjà pas mal de contacts et je trouve que c'est vraiment, enfin juridiquement c'est un ovni. L'ORE c'est très intéressant au niveau du côté technique. Et en Belgique, je pense qu'il pourrait avoir cette ouverture-là aussi, en sachant que nous aussi, on est soumis au Code civil de Napoléon, et donc voilà quoi. On fait avec le côté plus sérieux, quoi. Donc merci beaucoup. Ben, pour vos deux questions, la première par rapport à l'ORE, je dis aussi, hein, j'ai un très grand soutien du Defrénois. Le Defrénois, c'est une des deux plus grandes revues du notariat en France. Elle a 200 ans. Avec la rédactrice en chef qui a une sensibilité qui me soutient. Donc tout ça pour dire, on va faire une formation parce que Dominique Petit et moi, on ne pourra pas faire toutes les ORE de France. Et l'objectif, c'est que les notaires les fassent dans toute la France, que les propriétaires les contactent et que ça parte. Donc on va faire une formation en ligne en 2024 parce que tous les notaires, comme tout juriste, ont une obligation de formation. Donc ça rentrera dans les heures de formation obligatoire des notaires. Donnez-moi le département dans lequel vous êtes, je contacterai les notaires parce que le Defrénois, c'est une porte d'entrée pour nous. Ils se formeront, et c'est comme toujours. Au début aussi, quand j'ai étudié l'ORE, ça m'a pris du temps pour bien cerner le tenant aboutissant. Une fois qu'on l'a cerné, c'est clair, on y va. Donc voilà, il y aura une formation pratico-pratique par des notaires. Nous, on traduit le droit en clair, on n'est plus des théoriciens, on est des praticiens, vous verrez, ça va être compréhensible. Au niveau de la Belgique, en 2024, comme vous êtes belge, c'est ça, je suis invité à l'université libre de Bruxelles. Il y a un professeur... Voilà. Il y a un professeur d'éthique environnementale qui va faire 3 jours. J'ai été invité. Ben, si vous voulez, on vous invitera pour faire le pont avec la Belgique, si vous voulez. Et au sujet de la jurisprudence, à ma connaissance, aujourd'hui, aucun tribunal, donc la première instance, ne s'est positionné, puisque c'est quelque chose de trop récent. On va encore prendre 2 ou 3 questions. Il y en avait encore de ce côté. Alors, beaucoup de questions. Parce que je ne vois pas Madame Bartoli. Je suis présidente de l'association Bien Vivre à Grignon. Alors Grignon en Savoie, qui existe depuis 1992. Elle a été créée à l'occasion de l'épouvantable pollution à la dioxine de tout le bassin albervillois. Et on a lutté pendant plus de 10 ans pour arriver à faire fermer l'incinérateur défectueux, surchargé, qui polluait à la dioxine et à d'autres métaux lourds. Aujourd'hui, dans ce petit village de Grignon qui a 2000 habitants, qui est entre Albertville, cité olympique, et un gros bourg riche, Gilly-sur-Isère, et les deux ont une immense zone artisanale. Et notre petit village, il a une petite pointe au nord, appartenant à un privé, qui a été étiquetée zone AUE, possiblement aménageable en zone artisanale, et c'est le cas. Le propriétaire souhaite vendre et le maire souhaite bétoniser tout son village. Il nous dit, vous avez la montagne à côté, c'est bien suffisant, pourquoi voulez-vous de l'herbe? C'est ce niveau de rapport. Alors, un des riverains s'est déjà mobilisé et a lancé une pétition il y a 7 jours qui marche bien, parce que alors ces 12 hectares, c'est pas très grand, mais vous avez parlé de 2 hectares, donc ça me ravit parce que je trouvais que c'était peut-être un peu petit. C'est une verne, c'est-à-dire, je
j'allais dire peuplée d'arbres qui ne sont pas des essences remarquables, mais des aulnes, des acacias, et toutes sortes de broussailles, et le refuge d'une faune que le voisin photographie en permanence, une biche avec son faon, les écureuils qui se disputent les noix, les oiseaux, le sanglier qui se gratte le bas du dos, etc. etc. Bien vivre à Grignon soutient complètement la pétition et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Mais pour le moment, nous essayons de discuter et d'amener toute la population qui est complètement contre l'aménagement d'une zone artisanale à cet endroit. C'est absurde, complètement absurde. Donc, je prendrai vos coordonnées et je suis prête en tant que présidente de l'association à faire partie d'Arbres, ce qui n'est pas encore. Nous avons été adhérents à la FRAPNA. Est-ce que la FRAPNA est devenue la FNE ou c'est complètement autre chose? Bon, voilà. Mais alors, région Auvergne-Rhône-Alpes, pour un référent heureux. D'accord. Alors, juste pour les espèces, en fait, est-ce que vous avez un centre Ligue de protection des oiseaux pas loin de chez vous? LPO. Je n'ai encore pas vérifié, mais je sais que nous devons contacter la LPO. Parce qu'il faut faire une expertise par un expert dans la présence des espèces. Déjà, juridiquement, c'est ce qui va valoir. Pas uniquement de les prendre en photo, déjà. Oui. Voilà, ça a un coût. C'est un coût de quel ordre? Je ne sais pas. Ça, il faut demander à l'expert, soit la LPO, soit un expert indépendant. Voilà. Déjà, juridiquement, on doit avoir ça, parce que s'il y a des espèces protégées, c'est un moyen aussi de protéger l'espace naturel. D'accord. Pour compléter par rapport aux naturalistes qui pourraient venir faire une expertise, aujourd'hui, il existe aussi tout un groupe de naturalistes qui s'appelle les naturalistes des terres, qui sont présents sur l'ensemble du territoire et qui mettent leur service, voilà, leur connaissance au service des associations et des citoyens qui se mobilisent. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai que là, effectivement, enfin, pour moi, je pense que ce serait bien qu'il y ait des espèces protégées sur ces terres parce qu'il y a des jurisprudences dans ce sens, quoi. C'est visiblement, c'est peut-être même, ça pourrait peut-être même s'appeler un corridor, un passage de la faune pour aller boire dans l'Isère qui est tout près. C'est un passage entre la montagne et l'Isère, et il y a de moins en moins d'eau dans la forêt. Excusez-moi, je vois que l'heure tourne. Je vais prendre encore 2 questions, madame et monsieur de l'autre côté, parce qu'il est déjà 12h30. Merci beaucoup. Je m'appelle Nathalie Idrissi, je suis représentante d'une association en Vallée de Chevreuse et nous faisons partie, nous avons signé l'appel des forêts, le signataire de l'appel des forêts d'Île-de-France. Alors, j'habite dans un petit village, Saint-Rémy-les-Chevreuses. La vallée de Chevreuse est une région magnifique. Nous sommes dans un parc naturel régional. Nous sommes en zone inscrite, nous sommes en zone classée et nous sommes dans une phase de révision de notre PLU. L'enquête publique s'est terminée il y a quelques temps et nous avons constaté, malgré le caractère incroyable, verdoyant qui nous entoure absolument partout où on tourne la tête, que dans ce PLU, il y a un pauvre et seul et unique arbre remarquable. Nous savons pourquoi, monsieur le maire le dit très naturellement, si on classe des arbres, après c'est très compliqué pour urbaniser la ville. Donc nous avons, avec différentes associations, dressé un inventaire des arbres remarquables. Nous avons été aidés par monsieur Louis Valin
de l'association Arbre. Nous avons sillonné notre commune dans tous les sens. Nous avons découvert des arbres absolument extraordinaires, au point que Louis Vallin nous dit mais il faut absolument les classer au niveau national, c'est incroyable. Donc nous avons fait cet inventaire et nous avons proposé un règlement dans le cadre du PLU au commissaire enquêteur, puisque la mairie n'avait rien fait. Nous attendons, je pense que le rapport du commissaire enquêteur va être diffusé ces jours-ci, mais nous craignons le pire. Alors je découvre juridiquement cette option des nouveaux contrats, et ma question est la suivante: comment est-ce qu'on peut... Alors je pense quand même, je suis... malgré, et nous savons tous ce que ça veut dire que de défendre ce que nous défendons tous les jours au quotidien, il faut remettre le pain, le métier sur l'ouvrage. Et à côté de ça, quand même, je trouve qu'il y a vraiment de bonnes raisons de quand même se réjouir, parce que le droit évolue. C'est ce que vous venez de démontrer par plein d'exemples. J'étais il y a quelque temps à la journée au colloque national de l'association Patrimoine d'Environnement, centré sur l'aspect juridique. Je me dépêche. Donc ma question, elle est simple. Comment est-ce que dans l'exemple que je vous ai évoqué dans le cadre d'une révision de PLU, dans le cadre de contrats éventuels entre une mairie et des associations, comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil juridique? Excusez-moi, j'ai été trop longue. Alors, votre question, en fait, elle débordera sur les tables rondes d'après, parce que, vous voyez, le droit est tellement vaste. Nous, c'est plus pour les propriétaires privés, mais dans le cas d'une ORE, une collectivité peut-être co-contractant, la commune dans laquelle vous êtes. Mais si elle l'accepte, voilà. Mais le propriétaire doit être un privé. À la base, c'est un privé. Voilà, donc si vous pouvez convaincre des personnes privées de faire cela, oui. Mais ça ne sera pas dans le cadre de la révision du PLU. C'est la distinction que j'ai faite tout à l'heure. Je suis désolée, l'heure tourne. J'aimerais donner la parole à une dernière personne, puisqu'il est déjà 12h35 et ensuite nous devons y aller. Alors, moi, je suis propriétaire d'une forêt sur laquelle il y a des arbres qui ont un intérêt pour la biodiversité. Je cherche une association avec qui contractualiser pour justement faire une ORE qui servirait essentiellement à étudier les dendro-microhabitats sur ces arbres. Et j'ai vu qu'il y avait une association qui avait peut-être un correspondant en Haute-Marne. La forêt est dans le parc national de Forêt. Et pour le moment, on avait jusqu'à présent 200 arbres marqués pour la biodiversité. On a rajouté 670 géolocalisés. Mais ensuite, il faut étudier un peu leur intérêt. Et pour ça, il faut une association qui soit indépendante du propriétaire. Donc moi, je suis intéressé de créer une association autour de ça. Pour vous répondre très rapidement, vous voyez, moi je crois beaucoup à la force des exemples. Dans la Gironde, un propriétaire forestier a contracté une ORE avec le département de la Gironde, qui a été classé en espace sensible, le département. Contactez votre conseil général, on ne sait jamais, le département déjà, avec un exemple en disant qu'en Gironde, ça s'est fait. Parce que quand on fait d'autres fonds, vous verrez, la force de l'exemple est très importante. En fait, je pense qu'il faut quand même une association pour pouvoir faire venir des naturalistes pour étudier. Il faut un peu plus peut-être de force vive. C'est une association ou alors une collectivité territoriale. Et les départements peuvent le faire. Et il est vrai que la Gironde est un département qui sont très sensibles à ça, puisque je crois qu'ils ont déjà signé 3 ou 4 ORE. Donc vous pouvez les contacter éventuellement s'ils sont sensibles à cela. En disant qu'en Gironde, ils l'ont fait. Donc s'ils l'ont fait en Gironde, ils le feront dans votre département, en faisant tache d'huile. Et ils iront jusqu'à la Moselle. Merci. Et une dernière question pour clôturer. Merci. Je vais être très rapide. François Piolet, président de l'association PVBS, préservation des vergers du Bois-Chaud-Sud. Juste une question, quand on classe un arbre remarquable ou autre, et qu'il y a un problème naturel, type tonnerre, feu ou autre, et à quelle échelle, quel pourcentage d'arbres détruits il est plus classé ou il est perdu, je sais pas moi, s'il y a un coup de tonnerre et que l'arbre à 90% est par terre, mais qu'il reste quand même le tronc, comment ça se passe? Il faut contacter l'association Arbre. Je ne saurais pas vous dire. Après, quand tu... Enfin, je dis tu, mais...
Tu parles de classer, il n'existe pas vraiment de classement, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu entends par classer, mais ce n'est pas juridique, c'est symbolique. Arbre remarquable, apparemment. Qui a déjà été labellisé. Ou, parce qu'en fait, ce qui vaut, c'est un espace boisé protégé. Mais s'il n'y a pas d'espace boisé protégé dans un PLU, en fait, un arbre, même avec un label d'arbre remarquable, n'est pas protégé juridiquement. Donc après, c'est beaucoup le symbole qui compte. Et après, je pense que... Parce que c'était quoi ton inquiétude ? Si l'arbre est détruit en partie, qu'il y a la foudre, le tonnerre... Eh bien, votre question, c'est le co-contractant qui répondra avec le propriétaire. Votre question pertinente, elle sera posée par le propriétaire que vous êtes avec le co-contractant qui sera le sachant, qui saura vous répondre à cette question. C'est vraiment les deux parties qui écrivent... Enfin, nous, on tient la plume des conventions des parties. Vous comprenez ? Donc, votre question, c'est votre sachant. Comme pour les ripisylves, le syndicat des eaux m'a dit quoi écrire. Vous voyez ? C'est vraiment... Vous construisez votre acte. Il y a autant d'actes que d'ORE. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette première table ronde. Il y a encore d'autres questions, mais je vous invite ensuite à prendre les contacts des intervenants si vous souhaitez poursuivre les échanges. Il me reste donc à nouveau à vous remercier tous les quatre et Maëlle pour l'animation. Merci beaucoup. Et la deuxième table ronde sur la protection des forêts publiques et l'accès à l'information en matière environnementale sera donc de 14h30 à 16h. Et ensuite la troisième table ronde de 16h30 à 18h. À tout à l'heure.